Bonsoir et bienvenue sur Moselle TV. Nous sommes le jeudi 5 mai, voici les titres de l'actualité. Dans l'actualité aujourd'hui, la 8e circonscription de la Moselle va-t-elle basculer dans les mains du Rassemblement national? Laurent Jacobelli, chef de file du parti dans le Grand Est, a annoncé officiellement sa candidature ce matin. Reportage dans quelques secondes. Le stationnement continue de faire parler à Thionville. Récemment, le tarif horaire a augmenté en moyenne de 20 à 40 centimes. Alors comment réagissent les automobilistes et comment expliquer la stratégie de la ville? Élément de réponse dans quelques instants. Enfin, notre rubrique culture nous vous emmènera notamment au centre Pompidou-Metz à la découverte d'une toute nouvelle exposition appelée le Musée sentimental d'Eva Epli. Il s'agit de la première rétrospective consacrée en France à l'artiste suisse. La météo, demain le beau temps régnera en Moselle, les températures seront supérieures à 10 degrés le matin et elles atteindront 21 à certains endroits dans l'après-midi. Et puis mon invité ce soir est Audrey Vatrin, fondatrice et organisatrice de la Florangeoise. Nous reviendrons avec elle dans quelques instants sur cette course pour lutter contre le cancer du sein. Mais tout de suite développons les titres du jour. Et nous ouvrons cette émission avec cette information tombée ce jeudi en fin d'après-midi. Le parti présidentiel La République En Marche change de nom et devient Renaissance, un parti qui se veut populaire, l'objectif étant d'élargir ce mouvement politique créé par Emmanuel Macron il y a maintenant plus de 6 ans. Sur les législatives, après l'échec de la présidentielle, le parti de Marine Le Pen espère rafler de nouveaux sièges à l'Assemblée. En Moselle, le Rassemblement national mise gros sur la 8e circonscription. Ce matin, le candidat Laurent Jacobelli s'est offert un bain de foule sur le marché d'Hayange. La ville pourrait faire basculer la vallée de l'Orne et de la Fensch, donc du côté du Rassemblement national. Les explications de Fanny Bragard. À Hayange, les campagnes électorales se suivent et se ressemblent. Ravi aux socialistes par Fabien Engelmann en 2014, l'ancienne cité sidérurgique réussit bien au Rassemblement national. Ici, le tractage ressemble à une promenade de santé. Le but, c'est de discuter avec la population et de mener une politique de proximité, c'est l'essentiel. Et c'est pour cela que mon équipe, que je remercie et moi-même, avons été réélus à 63% au premier tour lors des dernières municipales. Bien connu sur le marché, le maire d'Hayange se fait pourtant voler la vedette par Laurent Jacobelli. Porte-parole de Marine Le Pen pendant la présidentielle, le conseiller régional fait partie des visages du RN. Il y a un très bon accueil ici à Hayange, en général dans la 8e circonscription. C'est pour ça que ça a été un peu une évidence pour moi de présenter ma candidature pour être député ici, parce que je viens souvent au contact dans le cadre de mon mandat de conseiller régional depuis maintenant quelques mois, quelques années, et j'ai un accueil effectivement très chaleureux parce que les gens savent qu'on est sincère et que le programme que nous portons, c'est pour eux, pour les protéger et pour assurer l'avenir de leurs enfants. Seule ville mosellane aux mains du Rassemblement national, Hayange est aussi la plus grosse commune de la 8e circonscription. En y sortant son ticket Jacobelli-Engelmann pour les législatives, le RN joue en terrain conquis. Il y a 5 ans, le siège de député avait échappé de 4 853 voix au Rassemblement national. Mais ici, le mandat écoulé d'Emmanuel Macron a laissé des traces. Ils n'ont pas voté, puis maintenant ils pensent qu'ils ont voulu le Macron. Moi j'ai dit ça qu'ils ont voulu le Macron, moi j'ai dit et maintenant ils vont pleurer pendant 5 ans. Bien implanté localement, le parti reprend la recette des présidentielles. Défense du travail et pouvoir d'achat, des thèmes qui parlent en terre ouvrière. Elle promettait la baisse de la TVA pour pouvoir que les gens puissent manger correctement à la fin du mois pour les premiers produits de nécessité. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai voté elle aussi. Et je suis tout à fait pas raciste, je ne suis pas raciste, je suis fils d'ouvrier et je suis immigré. Au premier comme au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête dans plusieurs communes des vallées de l'Orne et de la Fensch. À Hayange, elle a séduit près de 6 électeurs sur 10, un terreau fertile pour les prochaines élections. Cette information, maintenant, les résultats des élections départementales dans le canton de Sarralbe ont été annulés par le tribunal administratif de Strasbourg. La raison, le binôme vainqueur Sonia Cristinelli-Frébeuf et Romuald Yayaoui a livré hors délai son compte de campagne. Les 2 conseillers départementaux ont décidé de faire appel. Pour le moment, ils gardent leur siège au CD 57.
Comment renforcer le lien entre la police et la jeunesse? Ce matin, près de 300 jeunes de tout le Grand Est étaient réunis à la caserne de Châtel-Saint-Germain pour découvrir les métiers de la sécurité intérieure, métiers peu connus. Reportage de Lucie Philippot. Pas d'inquiétude, ce n'est pas une prise d'otage, mais bien une démonstration du raid de la police. Vous allez assister en fait à une filature avec une interception d'un véhicule à bord duquel se trouve un individu dangereux. De nombreux lycéens étaient venus ce matin découvrir les métiers de la police. Au programme déploiement des cynophiles, du raid, de la patrouille mobile ou encore de la patrouille aux frontières. Un large choix pour qui sait peut-être susciter des vocations. Aujourd'hui, l'objectif, c'est par exemple de pouvoir donner des informations très concrètes sur les prochains concours qui vont s'ouvrir. C'est aussi montrer la diversité des métiers, ça je pense que c'est vraiment important. On peut être maître chien dans une brigade cynophile, on peut être policier en laboratoire quand on fait de la police scientifique et technique. Donc la palette est très très large. Mais si je suis titulaire du bac, je peux à la fois passer le concours. Un stand spécifiquement dédié au recrutement était aussi implanté sur la place d'Armes. La police cherche en effet à étoffer ses rangs. Il faut déjà dire que pour faire tout ce qu'on a à accomplir comme mission, la police nationale est une institution riche de 150 000 hommes et femmes. Donc c'est derrière ce chiffre qui est peut-être un peu abstrait, le message c'est que c'est une institution qui recrute beaucoup et qui recrute souvent. Et c'est ça aussi qu'on veut faire comprendre aux jeunes que nos carrières pourraient intéresser. Les jeunes ont pu échanger sur la profession, mais aussi comprendre tout le matériel professionnel utilisé en intervention. La plupart des jeunes présents suivent un cursus professionnel dans les métiers de la sécurité. Moi, cette matinée, elle va m'apporter du savoir. Je vais pouvoir mieux me diriger plus tard, parce que pour l'instant, j'ai encore des doutes. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire plus tard. Je sais que je vais être dans la police, mais je ne sais pas encore dans quelle branche. Du coup, cette journée, elle est parfaite pour m'orienter. Pour nous, ça va nous servir pour notre orientation, à savoir où on veut s'orienter, que ce soit dans la police nationale, puisqu'il y a beaucoup de branches. Et c'est des bonnes expériences à voir, c'est intéressant à voir. On arrive bientôt à des périodes de stage, donc on va apprendre de nouvelles choses encore. En 2021, 211 policiers adjoints ont été recrutés en zone Est. 300 postes sont actuellement à pourvoir dans cette même zone. Une prochaine série de tests d'entrée est prévue en septembre prochain. Ces dernières semaines, les tarifs de stationnement dans le centre-ville de Thionville ont augmenté, une mesure pas toujours comprise par les automobilistes. L'addition peut rapidement devenir salée en venant faire une simple course. Florian Tonizzo. Depuis quelques semaines, l'heure de stationnement dans le centre-ville de Thionville a augmenté de 20 à 40 centimes. Et ce n'est pas tout, le prix des abonnements est lui aussi en hausse de 3 €. Principale victime, les riverains, obligés de payer pour se garer en bas de chez eux. Quand je me gare en bas de chez moi, je suis obligée de payer minimum 3 € pour être tranquille jusqu'à 10 h le lendemain. Et sinon, il faut que je descende, sinon je me mange une amende de 30 €. Au moins que les riverains puissent se garer gratuitement déjà. Après, les touristes qui viennent visiter la ville, vous voyez, qui payent le parking, c'est un peu normal. C'est toujours trop cher les parkings. C'est vrai, hein. Les augmentations, tout augmente de toute manière, alors c'est un peu... c'est rageant quoi, quand même. Hein. J'ai payé 4,60 et je suis venue à 8h30 si je ne me trompe pas. C'est quand même raisonnable, mais c'est quand même un peu cher. On ne comprend pas les augmentations de prix. Il n'y a rien de spécial qui a été fait au niveau des parkings, ni quoi que ce soit. On ne voit rien de particulier, rien ne justifie ces augmentations. Alors comment justifier cette augmentation des prix? Eh bien la ville de Thionville a mené une étude comparative de marketing il y a quelques semaines. Résultat, la ville affirme que ses tarifs sont moins élevés que dans d'autres villes équivalentes. La municipalité avait par exemple baissé le prix de l'abonnement de 40 € à 35 € en 2020. Ajoutez à cela les longues périodes de gratuité pendant la crise sanitaire. Pierre Cuny a ainsi déclaré que la ville de Thionville comptabilise 600 000 € de pertes de recettes depuis 2014. Le comparatif nous a amené à augmenter ces tarifs pour justement améliorer les recettes, certes, mais aussi avoir une offre de stationnement beaucoup plus pratique pour l'usager. L'idée étant qu'il faut améliorer la rotation.
Plus vous approchez du centre, évidemment, plus c'est cher, puisque nous avons 3 zones de stationnement payant. L'abonnement en voirie aujourd'hui est de 38 €. 38 €, et contrairement à d'autres villes, nous avons fait le choix de ne pas, localiser cet abonnement. C'est-à-dire qu'avec 38 €, vous stationnez partout en ville, là où c'est payant en voirie. Aujourd'hui, le moindre garage en ville, c'est 70 € par mois. Donc je pense qu'on est dans une juste proportion d'un stationnement en ville et plutôt bon marché. Bientôt, 2 autres parkings en silo verront le jour dans les prochains mois, dont un au Bastion Luxembourg. Il existe malgré tout des alternatives pour limiter le coût du stationnement. En effet, 1200 places gratuites sont disponibles autour du centre-ville, comme ici Place de la Liberté, dont Pierre Cuny vient de confirmer la gratuité. Mais là encore, les choses peuvent changer, puisqu'il est question de transformer ce parking en zone bleue. Passons désormais à notre rubrique culture. Et qui dit culture dit forcément Alicia Iblot. Bonsoir Alicia. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Comme chaque jeudi, on part en balade et aujourd'hui vous nous emmenez à l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole. Oui, car l'opération Tous à l'Opéra est reconduite comme chaque année depuis 15 ans et cela dans toute la France. Et donc à cette occasion, c'est une quinzaine de maisons et de compagnies lyriques qui vous ouvrent leurs portes. Et bien sûr, l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole en fait partie. On voit là de magnifiques images. Donc l'idée c'est de donner envie au plus grand nombre de pousser les portes de ce lieu magique car vous êtes encore nombreux à ne jamais vous y être rendu. Alors non seulement sur place vous allez pouvoir faire la visite, mais en plus de cela, des rendez-vous, des ateliers sont proposés tout au long du week-end, exposition d'iconographie musicale et d'instruments à cordes, cabinet de curiosité, atelier de lutherie, et puis une scène live musicale autour des cordes sera également assurée par les élèves du conservatoire au régional Gabriel Piernet, et puis vous pourrez également assister à une classe de danse, de ballet de l'Opéra-Théâtre proposée dans le cadre du spectacle Tango Vertige. Tout cela, ça se passe les 7 et 8 mai à partir de 10h. Bon, voilà, il faut absolument pousser les portes. D'ailleurs, si vous souhaitez tout savoir sur le directeur des lieux, Paul-Émile Fourny, sachez qu'il est l'invité d'Arnaud Demerlet dans l'émission Face à Face. L'émission est disponible en replay sur notre site internet moselle.tv. Nous poursuivons, Alicia, en musique avec du mouvement du côté de l'église Saint-Martin de Hayange. Plusieurs concerts vont s'y dérouler. Et en effet, avec les riches heures de l'Opus 100, ce sont 5 événements qui sont proposés autour de l'orgue historique d'Alstein-Hopfer. Vous le découvrez là à l'image, un orgue mythique monumental qui n'est autre que le plus grand orgue de Moselle avec 53 jeux répartis sur 3 claviers et pédaliers et 3207 tuyaux, rien que ça. C'est donc autour de cet instrument mythique que 5 grands concerts seront donnés. Le premier concert a eu lieu la semaine dernière. Le prochain a lieu samedi 7 mai à 18h, à la veille de la journée de l'Europe. Et pour l'occasion, ce sont donc des compositeurs ayant travaillé en France et en Allemagne qui seront à l'honneur. On aura Théodore Gouvy, Félix Mendelssohn, Giacomo Meyerbeer. Leurs psaumes et autres cantates seront interprétés par l'ensemble vocal franco-allemand Les Lumières, qui eux-mêmes seront accompagnés par un contrebassiste, une pianiste. C'est même le contraire, c'est une contrebassiste, un pianiste. Et puis l'organiste Olivier Schmitt. Ne manquez surtout pas le rendez-vous, d'autant que c'est gratuit. Vous pouvez aller faire un tour sur la page Facebook Organum Hayange Église Saint-Martin pour en savoir plus. Et puis moi, j'aurai le plaisir de recevoir très bientôt justement Olivier Schmitt, l'organiste, pour en parler davantage et vous présenter cet orgue majestueux. En tout cas, on voit qu'il y en aura pour tous les goûts ce week-end, Alicia. D'ailleurs, le Centre Pompidou-Metz accueille une toute nouvelle exposition à partir de ce samedi. Elle se nomme le Musée sentimental d'Eva Epli, peintre et sculptrice connue pour ses figures textiles. C'est tout simplement la première rétrospective consacrée à l'artiste suisse en France. Avant-première avec Emma Facchetti. Des expressions énigmatiques, des cicatrices dessinées par des coutures, ces visages dorés font partie des 200 œuvres de l'exposition Le Musée sentimental d'Eva Epli. En dehors de tout mouvement artistique, l'artiste suisse né dans les années 20 est resté pendant longtemps dans l'ombre. 7 ans après sa mort, le Centre Pompidou met la sculptrice à l'honneur en organisant sa première rétrospective. C'est une grande personnalité dans l'histoire de l'art du XXe siècle, moins connue. Ça fait partie aussi des missions du Centre Pompidou, c'est-à-dire de célébrer, d'exposer de façon très conséquente des artistes moins connus, et par le public, et même par les historiens de l'art, par les critiques d'art. L'exposition dévoile ses premières réalisations, des peintures et des dessins, ses collaborations avec son premier mari, Jean Tinguely, mais aussi ses emblématiques figures textiles, comme cette œuvre, confectionnée en 1965. La table est l'une des premières grandes structures de l'artiste, qui n'est pas sans rappeler la célèbre toile, la scène de Léonard de Vinci, mais avec quelques particularités. La première chose qu'on remarque, c'est que ici c'est la mort au centre de la table qui a pris la place du Christ.
et que autour de la mort, ce ne sont pas une représentation des apôtres comme on pourrait s'y attendre, mais une représentation de l'humanité qui est incarnée par ces hommes et ces femmes qui sont anonymes. Inventées dans les années 60, ces figures textiles qui mesurent 1,80 m à 2 mètres de haut ont été entièrement confectionnées à la main, un savant mélange entre art et artisanat. Elle crée une forme ovoïde qui était la forme de la tête, qu'elle rembourrait en capoque. Et ensuite, elle va venir coudre chacune des pièces du visage, morceau par morceau, pour dessiner en fait l'expression du visage. Et à partir des années 60, elle va employer une aiguille recourbée que les chirurgiens esthétiques utilisent également, de manière à cacher en fait ces coutures. L'exposition Le musée sentimental d'Eva Epi est à découvrir dès samedi jusqu'au 14 novembre. Alors Alicia, nous restons au centre Pompidou-Metz. Vous allez nous parler de danse et d'œuvres d'art. Oui, avec un événement exceptionnel qui va se dérouler ce week-end. C'est en partenariat avec le festival Passage Transfestival et puis le festival Perspective. Vous allez pouvoir assister au spectacle 20 danseurs. Enfin, c'est pas un spectacle, vous allez voir, mais ça s'appelle 20 danseurs pour le XXe siècle et plus encore. C'est une création du grand chorégraphe français Boris Charmat. Et l'idée, c'est que lorsque vous allez déambuler, par exemple, dans l'exposition d'Eva Epi ou dans les autres expositions du centre, ou peut-être lorsque vous boirez un verre en terrasse, ou vous serez peut-être dans le hall, pardon, je suis en train de m'étouffer, vous allez pouvoir, au débeauté, découvrir des solos qui seront interprétés, des solos d'artistes majeurs comme Nijinsky, Anne de Teresa de Kersmaker, Gisèle Vienne. Et ces solos seront interprétés, comme vous les avez vus sur ces images, par les interprètes des plus grandes compagnies du monde. Donc vous allez vous émerveiller, vous laisser surprendre. C'est gratuit, en fait, il suffit simplement d'acquérir son billet pour aller voir une exposition. Et puis tout au long de la journée, vous allez vous laisser surprendre et vous laisser émerveiller par ces danseurs. Donc c'est vraiment un événement à vivre. En plus, il y a cette nouvelle expo, donc deux plaisirs cumulés. Pour terminer rapidement, Alicia, un mot sur la semaine extra qui est de retour au Nest. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses en ce moment. Il y a le Passage Transfestival et puis d'autres événements, on le voit. Et puis du 7 au 13 mai, il y a cette semaine extra au Nest de Thionville. Il y a des rencontres, des ateliers et des spectacles qui sont proposés par et pour les ados. Mais bien sûr, nous aussi, on ne sommes plus des ados, mais on peut quand même y assister. Il y a à peu près une dizaine de créations proposées, une trentaine de représentations. On va rire, pleurer, s'émouvoir. On va pouvoir profiter du Barnum, mais également boire un verre en terrasse au bord de la Moselle. Et puis il y aura un grand bal littéraire qui va clôturer cet événement. Donc un beau moment en perspective, c'est donc du 7 au 13 mai au Nest de Thionville. Et alors Alicia, on vous retrouve la semaine prochaine, toujours pour la boîte à malice, dans laquelle vous recevez l'incontournable chef d'orchestre Jackie Lox. Oui, il est en pleine répétition avec les 2000 choristes en ce moment, car un spectacle majestueux va se dérouler les 27, 28 et 29 mai au Galaxy d'Amnéville. Spectacle autour du grand Jean-Jacques Goldman. On va aller au bout de nos rêves avec lui. Puis il y aura deux guest stars, il y aura Anne Silla et Jean-Baptiste Guégan. On en parlera très activement, intensément avec lui mercredi. Du beau monde donc. Merci infiniment Alicia pour cette balade culturelle comme chaque jeudi. Et restons d'ailleurs dans la thématique du voyage. L'été approche, les réservations des vacances, elles, sont déjà ou presque bouclées pour beaucoup d'entre nous. Pour s'assurer de partir sans encombre, de plus en plus de personnes se tournent vers les agences de voyage. Chloé Gaillard et Colline Expert. Grèce, Espagne, Turquie ou Égypte, le bassin méditerranéen séduit particulièrement. Après 2 années restrictives, les Mosellans sont soulagés et préparent dès à présent leurs vacances d'été. On avait prévu un voyage, en principe un voyage par an, on le fait. Et puis là maintenant, on peut commencer à le faire. Mais le Covid quand même bloque. Le Covid nous a quand même bloqué. La pandémie nous a cloués en fait sur place, donc on a attendu en fait la levée en fait de toutes les mesures pour pouvoir repartir. Alors la prochaine destination, c'est les Canaries. Peut-être hors saison, oui, mais je passerai quand même par agence. Rien que pour le billet, pour être plus sûr. Avec leurs offres toutes incluses, les agences de voyage offrent sécurité et sérénité à leur clientèle, séduisant ainsi de nouveaux vacanciers. Par rapport aux années précédentes, on a beaucoup de nouveaux clients. On ne sait pas trop s'y réserver dans d'autres agences ou s'y réserver sur Internet. Mais effectivement, on en a quelques-uns qui ont eu des soucis avec Internet et qui préfèrent s'adresser à une agence pour avoir le service et le suivi d'une agence de voyage. Entre ses habitués et sa nouvelle clientèle, cette agence retrouve presque son chiffre d'affaires de 2019. Ailleurs aussi, le carnet de réservation est bien rempli. Donc, il y a aussi effectivement les gens qui souhaitent avoir un petit prix parce qu'avant ils avaient ces prix-là et ils ne comprennent pas forcément pourquoi ils ne sont plus d'actualité en fait. Des voyages plus chers en raison des pertes estimées à 20 milliards d'euros en 2020, mais aussi de l'augmentation du prix du carburant. Que les voyageurs se rassurent, certains pays comme la Turquie ou l'Égypte restent abordables. Et tout de suite, l'invité du jour.
ce soir, je vous le disais, Audrey Vatrin, fondatrice et organisatrice de la Florangeoise et donc vice-présidente de Pink Lady 57, l'association qui organise justement cette course. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, merci. Donc la Florangeoise qui se déroule le 22 mai prochain est une course pour lutter contre le cancer du sein, une cause qui rassemble, on l'a encore vu la semaine dernière avec la Messine, avec près de 9000 personnes. Oui, c'est ça. On voit qu'il y a un petit peu une perte de puissance en fait depuis le Covid. On se rend compte que les gens répondent un peu moins présents, mais il y a toujours cet engouement et cette volonté de pouvoir aider la lutte contre les cancers féminins. Pourquoi les gens répondent un peu moins? Comment vous l'expliquez? Je pense que les 2 ans ont fait qu'il y a une petite perte de vitesse qui s'est fait, et puis les gens sortent peut-être un peu moins, ou en tout cas ont repris un rythme différent et peut-être moins d'intérêt en fait. Et donc c'est la 8e édition de cette course, de la Florangeoise. Elle n'a pas pu se tenir depuis 2019, comme on l'avait dit, depuis 2 ans, avant la crise sanitaire. Pendant ce temps-là, la maladie, elle ne s'arrête pas. Est-ce qu'on peut rattraper le temps perdu? Rattraper le temps perdu, je ne pense pas, mais il faut continuer à avancer et à aider en fait toutes les femmes malades. C'est pourquoi on a vraiment voulu maintenir l'événement cette année. Ça nous tenait vraiment à cœur en fait. Et donc l'intégralité des bénéfices de la manifestation sera reversée à l'association thionvilloise les Dames de Cœur, une association aux actions concrètes contre le cancer du sein. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors en fait c'est une association locale, on est la petite sœur en fait un peu des Dames de Cœur. Depuis 2015, on reverse les fonds à cette association qui œuvre en local, aussi bien auprès des femmes malades, mais qu'auprès des hôpitaux du secteur entre Metz et le Luxembourg. Alors on sait depuis que la Florangeoise existe, combien de fonds ont été récoltés? On va dire près de 25 000 euros. Près de 25 000 euros. Oui. Au niveau de la participation cette année, est-ce qu'il y a déjà une estimation qui a été faite? Alors on espère avoir 600 personnes en tout cas. Je pense que c'est bien parti pour. Il y a eu un petit démarrage et là on commence à voir, s'approchant de la date, que les inscriptions commencent à prendre en fait. Et par rapport à 2019 À 2019 on était 900 participants. D'accord, donc c'est un peu moins. Voilà. Alors à l'inverse de la Messine, pour la Florangeoise, les hommes peuvent participer. Pourquoi? Alors en fait, nous on a décidé dès la mise en place de la Florangeoise d'ouvrir à tout le monde, parce que qu'on soit homme ou femme, tout le monde est concerné par le cancer du sein. Les hommes aussi, on le sait un peu moins. Et puis souvent les messieurs accompagnent leurs femmes en fait pour les personnes malades dans la maladie. Donc pour nous c'était important que ce soit ouvert à tous. Donc on a parlé de l'association Les Dames du Cœur. La course est organisée par la ville et par l'association Pink Lady 57. Cette association, qu'est-ce que c'est? Alors Pink Lady 57 est une association caritative à visée sportive. On organise la Florangeoise, mais pas que. La lutte contre la mucoviscidose, le téléthon. On a fait des tournois de foot en salle au profit de Docteur Sourire. Et puis pour des causes un peu plus locales, pour des enfants malades. Voilà. On reverse en fait à chaque fois tous les bénéfices de nos manifestations. Donc pour revenir sur cette course, qu'on soit sportif ou non, tout le monde peut participer. C'est un peu ça le principe. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de dossard, c'est ouvert à tout le monde. Il y a un départ pour les coureurs, il y a un départ pour les marcheurs, chacun face au rythme. D'accord, donc on peut effectivement juste courir ou juste marcher. Voilà. Donc à côté de la course, il y a des animations bien sûr qui sont prévues. Est-ce qu'on a déjà une idée? Alors en fait cette année on a un peu changé. On démarre du stade Zénier à Florange. Il y a un village animation. Donc le départ se fera de 10h. Auparavant on a un coach sportif qui viendra faire de l'échauffement. On aura également des stands où on peut faire de la réflexo, de la sophro, du conseil sport santé avec le club d'athlétisme de la ville, une mini-ferme, structure gonflable pour les enfants, de la restauration et beaucoup d'associations qui viendront faire en fait des démonstrations diverses et variées pendant cette journée. Et donc, dernière question, comment on fait pour s'inscrire pour les retardataires? Alors pour les retardataires, www.pinklady57.fr. Bon, je termine avec encore une dernière question. Oui. 3 bonnes raisons de participer à cette course pour nos Alors, il téléspectateurs. devrait faire beau, ça se fait en famille et c'est surtout pour la bonne cause. Très bien, merci beaucoup Audrey Merci à Vatrin vous. pour votre venue. Et donc rendez-vous le 22 mai pour la 8e édition de la Florangeoise. Et nous terminons cette séquence d'information avec l'image du jour qui va vous mettre, j'en suis sûr, l'eau à la bouche. Ce mercredi s'est déroulé un concours organisé par l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Concours qui a désigné les 2 meilleurs apprentis de Moselle en art de la cuisine et du service en salle. Technique, connaissance des produits, savoir-être, de nombreux critères ont été pris en compte. Et nous vous laisserons mariner avant de découvrir donc les noms des 2 gagnants, car Moselle TV vous propose de découvrir ce reportage en intégralité sur cette compétition demain à 18h dans Moselle Info, bien évidemment. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du Graouli Mag avec Arnaud Demerlet et ses chroniqueurs. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV et à demain.